les deux catégories qui existaient, à savoir les rebouilleurs noyés, pour lesquels la séparation entre la phase vapeur produite et la phase qui ne s'est pas vaporisée liquide ne peut pas être assurée. Et dans ce cas, nous avons vu trois cas. Le premier cas, c'était les rebouilleurs à circulation forcée, c'est-à-dire que l'écoulement devait se faire par le biais d'une pompe pour alimenter le rebouilleur. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'appelle ça un rebouilleur et non pas un bouilleur. Ensuite, nous avons le rebouilleur à circulation naturelle. Et là, nous avons vu plusieurs cas et plusieurs types de calandres. Globalement, il y a deux manières de soutirer la charge. Soit depuis le fond de la colonne, eh bien, nous avions parlé de thermosiphon horizontal et vertical, soit nous avons euh, un soutirage qui s'effectue au niveau du dernier plateau. Donc nous avons vu ces différents cas avec différentes calandres. Puis nous sommes passés au rebouilleur à film tombant. C'était le troisième et dernier cas que nous avons vu. C'était un échangeur que nous devions alimenter par le biais d'une pompe et le liquide circulait à l'intérieur des tubes et pas de bas en haut, mais l'inverse, de haut en bas, grâce à la gravité. Mais il fallait le faire monter jusqu'en haut. Donc cela se passait par le biais d'une pompe centrifuge qui faisait remonter le liquide à vaporiser au niveau de la boîte avant. Le liquide ensuite s'écoulait par la gravité à l'intérieur des tubes, par ruissellement, et la phase vapeur produite ainsi que la phase encore liquide rejoignaient le, la colonne par le point de réintroduction en dessous du dernier plateau. Nous avons ensuite vu la deuxième catégorie des, de ces rebouilleurs. On les avait appelés les rebouilleurs noyés. Les rebouilleurs, pardon, les rebouilleurs à niveau liquide. Vous voyez, c'était le premier. À niveau liquide. Dans ce cas-là, il fallait impérativement utiliser la calandre K, Cuttle. La calandre K, c'est la seule calandre qui n'est pas symétrique. Elle n'est pas symétrique. En plus, elle offre une zone de désengagement. La partie qui vient surplomber, qui se situe au-dessus du faisceau, au-dessus du faisceau de tube. Donc, nous avons vu donc ces deux cas. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement les mécanismes de transfert, puis nous allons aller vers le dimensionnement tout doucement. Donc, c'est une séance qui va être assez simple, assez rapide aussi, je pense. Vous êtes 22 étudiants. Vous me dites direct tout à l'heure combien vous êtes, parce que maintenant je vais partager mon écran pour vous présenter la cinquième séance, deuxième partie. Je veux juste vous dire que la première partie est disponible sur ma chaîne YouTube, donc vous la retrouvez. Elle a été chargée hier sur ma chaîne. Bien, donc commençons. Nous allons donc entrer cette cinquième séance, deuxième partie. Que, pareil, comme la semaine dernière, vous me dites quand vous voyez mon écran. Comme ça, je commente en essayant de synchroniser par rapport à vous. Donc, quelqu'un à chaque fois m'écrit. L'écrit que vous avez là, je me suis mis sur la présentation data show. Je suis au niveau, voilà, très bien, au niveau de la première diapo. C'est la cinquième séance, deuxième partie. Et je commence. Alors, je vais d'abord commencer. Donc, on va parler d'abord du mécanisme de l'ébullition. L'ébullition est l'opération qui consiste en un changement de phase transformant un liquide en une vapeur. Bien, vous devez le savoir, tous les changements de phase, quels qu'ils soient, se font à température et à pression constante. Donc la température est constante. Bien.
Alors, nous disions donc la vaporisation et la transformation à température constante, c'est-à-dire isotherme, d'une phase liquide, dans mon cas, je vais travailler toujours avec une phase liquide pure, en vapeur. Bien. Nous avons, dans le cas que nous sommes en train de voir depuis le début de ce semestre, un contact indirect entre les deux phases, c'est-à-dire qu'il y a toujours une paroi qui sépare la phase liquide, enfin la phase qui circule dans les tubes, de la phase qui circule dans la calandre. Ce n'est pas un contact direct, c'est un contact indirect. On en a parlé au premier semestre. La phase chaude n'est pas mise en contact intime avec la phase froide. Il y a toujours une paroi qui vient s'interposer entre les deux. Et donc, on va commencer à parler quels sont les mécanismes d'ébullition. Vous allez voir, il y a trois mécanismes, mais on ne parlera jamais ni du premier ni du troisième. Alors, c'est quoi d'abord? On va commencer. Le premier mécanisme que nous connaissons pour pouvoir transformer une phase liquide en une phase vapeur, c'est l'évaporation. Alors, tout le monde a vu ça. Vous avez votre verre d'eau, vous le laissez. Après un certain moment, quand vous passez, vous aurez un peu moins d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu évaporation, sans qu'il y ait une source de chaleur contrôlée. C'est-à-dire, nous n'avons pas branché une résistance que nous avons plongée dans l'eau. Non, ça se fait naturellement par diffusion, par un transfert de matière. Par simple diffusion, il va y avoir une migration des molécules d'eau vers l'air, du plus riche vers le plus pauvre, par la loi de Fick. Donc ça, c'est l'évaporation qui ne m'intéresse pas pour le cours d'aujourd'hui. Parce que pour notre cas, nous avons une source de chaleur qui va venir provoquer cette transformation du liquide en une vapeur. Donc là, nous parlerons plutôt de l'ébullition. Alors qu'est-ce que l'ébullition? C'est la même opération, c'est la vaporisation d'un liquide en une vapeur. Oui, mais vous le voyez, il y a une source de chaleur qui est fournie et elle est contrôlée. C'est-à-dire nous connaissons quelle est la quantité de chaleur qu'il faut apporter pour pouvoir porter à ébullition le liquide. Cette température que vous allez apporter, elle est légèrement supérieure à celle du liquide pour pouvoir permettre sa vaporisation. Bien. Alors, comment se fait l'ébullition? Vous avez ce paragraphe, je vous le résume. Vous avez au niveau de la surface toujours des irrégularités, des imperfections dans lesquelles sont piégées des bulles d'air, des bulles de gaz. À partir de ces bulles de gaz, qu'on appelle des germes, vont naître des bulles. Elles vont naître et elles vont commencer à se détacher de la paroi et ensuite vous allez avoir l'ébullition. Ce phénomène, vous pouvez le voir aussi quand vous avez votre casserole que vous remplissez d'eau. Vous voyez au niveau de la surface de la casserole, à cause des imperfections des germes, c'est-à-dire du gaz qui est piégé parce que la surface n'est pas parfaitement lisse, il y a toujours des imperfections. Et donc ensuite, vous allez voir se détacher ces germes et vous allez avoir les bulles qui vont remonter à la surface et éclater. Donc vous appelez ça, c'est l'ébullition nucléaire. C'est de ça que nous discuterons dans cette partie des rebouilleurs. Alors, donc, nous avons dit l'évaporation, phénomène qui se produit toujours, étant donné le transfert de matière. L'ébullition, c'est ce que nous recherchons, mais n'oubliez pas, le delta T est petit, c'est-à-dire que la chaleur que nous fournissons, la température ne doit pas être très, très supérieure à celle du liquide, à vaporiser. Et nous avons un dernier phénomène qui est la qualification. La qualification, c'est quoi? C'est lorsque le delta T est très grand, c'est-à-dire la température que vous apportez est très, très importante. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une vaporisation très importante du liquide au contact de la paroi. Donc il se forme, on dirait, un coussin d'air adjacent à la paroi, c'est-à-dire près de la paroi. Il va venir s'interposer entre la paroi, la source chaude, et le liquide. Ça formera ce qu'on appellera une résistance au transfert. Et vous allez donc avoir ensuite, quand il y a rupture de ce fil, rupture, donc il va se décoller, se casser, vous allez entendre des bruits. C'est ce qu'on appellera la qualification. C'est bien sûr comment on appelle ça? Un mécanisme qu'on ne verra pas. Nous, on s'intéressera uniquement à l'ébullition. Donc, quand vous ne comprenez pas, envoyez des messages pour que je puisse savoir que ça ne se passe pas bien. Donc, résumons. Pour le mécanisme d'ébullition, il y a l'évaporation, phénomène qui est toujours présent.
L'ébullition, vous apportez donc vous-même une source de chaleur contrôlée et la qualification, lorsque la température est très grande, il se produira euh, la formation d'un film vapeur adjacent à la paroi qui vient s'interposer et ainsi une résistance. Sa rupture engendre du bruit, c'est-à-dire vous entendrez des claquements à chaque fois qu'il y a le phénomène de qualification. Bien voilà, donc ça c'était les mécanismes. On va aussi voir ce qu'on appellera les limitations du transfert. C'est pas très très important, c'est ce que rapporte la bibliographie. Je vous les présente quand même. Donc ça c'était juste pour vous dire qu'il y avait aussi la remarque, à cause de la rupture, il y avait des vibrations bruyantes qui produisaient des claquements qu'on entendait lorsqu'il y avait décollement du film du film de vapeur, que j'ai appelé le coussin de vapeur. Bon, donc je vous ai aussi donc parlé des limitations du transfert. Donc nous avons quelques valeurs qu'il faudrait juste avoir comme ça à l'esprit, sans que vous les appreniez, c'est pas la peine de les apprendre. Donc nous avons, comme je l'ai dit, là maintenant je suis dans la diapo 192. La diapo 192. Vous avez donc, ça résume un peu ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Je suis à la diapo 192. Si vous la voyez, vous m'envoyez un message pour me dire que vous la voyez. Sinon, on attend qu'elle arrive. Très bien. Alors, elle résume un peu ce que j'ai dit jusqu'à présent. Dans les mécanismes d'ébullition, il y a trois formes de vaporisation. Trois mécanismes. D'abord, ce qu'on ne verra pas, l'évaporation. Celle-ci se produit à chaque fois qu'il y a une phase liquide en contact d'une interface surplombée d'air. Il va y avoir le départ des molécules d'eau par simple diffusion moléculaire. Il y a le mécanisme le plus important, c'est l'ébullition, c'est celui sur lequel on va bâtir tout ce cours. Donc il va y avoir une source de chaleur qui va être apportée pour produire cette vaporisation, la transformation du liquide en vapeur, la vaporisation. Je le redis encore une fois, tous les changements de phase se font à température constante. Comprenez bien, on ne peut pas dire Q point A, c'est WCP delta T. Ça ne marche pas. Delta T égale à 0. Donc il faudra, vous allez voir, je vous présenterai d'autres formes, des relations de flux. Et on a parlé aussi de la qualification qui est écrite ici. Nous avons quelques limitations d'un point de vue densité de flux transfert et coefficient de convection. Donc vous avez pour les liquides organiques ces valeurs qu'il ne faudrait pas dépasser en circulation forcée et naturelle. Et pour l'eau, cette valeur-là que j'ai trouvée dans la bibliographie. Nous avons aussi un ordre de grandeur des coefficients de transfert de matière par convection. Vous avez pour les phases liquides H qui est égal à cette valeur-là, et pour une phase aqueuse O, cette valeur-ci. Voilà un peu préliminaire au dimensionnement des échanges des rebouilleurs. Alors, maintenant, je vais passer à la diapo 193 pour commencer ce qu'on va appeler le dimensionnement des rebouilleurs. Le dimensionnement des rebouilleurs. Alors, on va voir maintenant le dimensionnement de ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire les rebouilleurs noyés et à niveau liquide, que ce soit à circulation naturelle, forcée, ou alors un film tombant pour ce qui concerne les noyés, ou alors le cuttle, c'est-à-dire pour le cas du rebouilleur à niveau liquide. Donc on commence par déjà se placer un peu dans le contexte. Nous ne verrons dans les applications de TD et les examens éventuellement que le rebouillage d'un corps pur. On ne parlera pas des mélanges parce que c'est un peu plus compliqué. Donc j'aurai toujours à vaporiser un corps pur. C'est un corps pur que je vais essayer à chaque fois de vaporiser. Donc voilà, je vais maintenant passer à la diapo d'après, c'est-à-dire la 194, et où je commence mon dimensionnement.
Euh, je crois que j'ai sauté toute une partie. Excusez-moi, laissez-moi juste voir. Je ne vous ai pas présenté ce que j'ai fait ces derniers jours. Laissez-moi juste voir. Non, c'est bon. Bon, je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. Parce qu'il y a une partie que j'ai rajoutée, je pensais avoir pris un mauvais fichier. Il y a une partie que j'ai rajoutée cette semaine, ces derniers jours. Donc, voilà, diapo 194, dimensionnement des rebouilleurs. Nous commencerons par rebouilleurs à circulation naturelle ou forcée. Comme je l'ai dit, on s'intéressera uniquement au rebouillage d'un corps pur, toujours d'un corps pur, et on commencera à présenter ce que l'on a vu les précédentes fois. Comment est-ce qu'on fait le dimensionnement? Bien, comme d'habitude. Je vous rappelle, je vais vous mettre les diapos qu'on a présentés l'année dernière et cette année aussi. Rappelez-vous, pour le dimensionnement, il me faut les deux expressions du flux. La première expression qui dit que toute la chaleur, par unité de temps évidemment, cédée par le fluide chaud est entièrement récupérée par le fluide froid quand il n'y a pas de... Ça, c'est la première expression. WCP delta T du fluide chaud égale à WCP delta T du fluide froid quand il n'y a pas de perte. La deuxième relation, la deuxième expression du flux de chaleur, c'est celle du dimensionnement, laquelle c'est US delta TML. Le flux égale à US delta TML. Bien, ça c'est pour le double tube. Je vous avais rappelé qu'il fallait impérativement, pour pouvoir trouver le dimensionnement, c'est-à-dire les dimensions des tubes, c'est-à-dire la longueur, il fallait impérativement que le flux soit connu à partir de la première expression, mais il fallait que toutes les températures soient connues pour avoir la delta TML. Donc, très souvent, on vous donne 3 températures, on vous demande d'exprimer la dernière température, ou alors on vous donne un débit, on vous demande l'autre débit connaissant les 4 températures. Bien, dans ce calcul, pour pouvoir avoir la surface d'échange, c'est-à-dire la longueur des tubes, quand je connais le rayon, il me faut avoir les coefficients de convection H1 et H2. Rappelez-vous, pour avoir U, quand il n'y a pas d'encrassement, H1 est relativement simple puisqu'il se déroule, c'est le coefficient de convection à l'intérieur du tube, et donc la dimension caractéristique est le diamètre D1, c'est-à-dire 2R1. En revanche, pour le coefficient de convection H2, il concerne l'espace annulaire délimité par la surface externe du tube 1 et la surface interne du tube 2. Et donc, vous avez compris qu'il y a un espace annulaire. Et l'espace annulaire, on ne sait pas de quoi on va parler. Donc, on va parler de quel rayon, quel diamètre. Et donc, nous avons défini, rappelez-vous, les deux diamètres qui sont le diamètre hydraulique que nous utilisons pour le nombre de Reynolds et le diamètre équivalent que nous utilisons pour le nombre de Nusselt. Donc, je ne vais pas revenir sur ça, puisque ça a été fait au moins 2 fois au cours de votre formation en génie chimique. Bien, une fois que tout ceci était fait, il ne fallait pas aussi oublier qu'il fallait déterminer, donc d'abord savoir quelle corrélation il faut choisir. Pour cela, il faut déterminer le nombre de Reynolds pour savoir de quel régime il s'agit, régime laminaire, régime turbulent, régime intermédiaire. Une fois que le régime est déterminé, si le régime est laminaire, je travaille avec le nombre de Grashof ou le nombre de Rayleigh. Si le régime est turbulent, je travaille avec le nombre de Reynolds. Le nombre de Prandtl, c'est un nombre qui est composé de propriétés physiques, CP mu sur K. Je choisis ma corrélation, celle de Seider et Tate, généralement, on est comme turbulent, c'est le cas. Ensuite, à partir de la corrélation, je tire mon Nusselt, c'est-à-dire mon coefficient de convection, intérieur et extérieur. Voilà, ça c'était la méthodologie. Donc, comment vont se passer maintenant les choses, comment vont se passer les choses pour un échangeur avec changement de phase? Qu'est-ce qui va bien pouvoir changer?
Donc, il va y avoir quelques modifications que je vais présenter aujourd'hui au cours de cette séance. Donc voilà, je vais d'abord me placer dans un cas où il ne va y avoir qu'un corps pur que je vais vaporiser. J'ai pris un exemple de cet exemple-là, la séparation qui s'opère dans une colonne où vous voulez séparer le butane du propane. Et on va maintenant, une fois que vous lisez ça chez vous, on va aller rapidement présenter la différence. Alors, il y a deux cas. Je suis maintenant au niveau de la diapo 195. Je suis au niveau de la diapositive 195. Quand vous y êtes, vous me dites. La 194 était là juste pour vous dire quel exemple j'ai considéré pour que vous puissiez juste vous fixer les idées. Quand vous y êtes, je suis au niveau de la diapo 195. Quand vous y êtes, vous me dites, comme ça, je vous explique ce qui va se passer. Quels sont les changements. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dimensionner un rebouilleur. Donc, il va y avoir un changement de phase. Il peut apparaître du côté tube ou alors du côté calandre, ou alors les deux en même temps. Donc, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est faire rebouillir ce qui va se passer, ce qu'il y a au bas de la colonne. Là, vous me dites, les rebouilleurs, c'est des appareils de transfert thermique qui sont placés au pied des colonnes, dans la partie inférieure de la colonne. Bien. Alors, qu'est-ce qui va changer? Il va y avoir certains changements qui vont affecter d'abord les coefficients de convection. Il y aura un changement, donc ce sera un coefficient de convection avec changement de phase. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben, normalement, tout ce que j'ai fait avant, on va le retrouver, avec quelques différences. Mais parfois, on ne pourra pas utiliser le dimensionnement. Alors, je m'explique. Mais vous allez voir, ça va s'éclaircir au fur et à mesure. Quand il va y avoir ce qu'on va appeler, pour l'instant, vous ne comprendrez pas très bien ce mot, mais on va le voir avec ce qu'il veut dire, une désurchauffe de la vapeur, puis une condensation, ou alors une condensation, ensuite un sous-refroidissement. On ne calculera pas la data TML et la deuxième formule du flux, on ne l'utilisera pas. D'accord? Donc, quand il y a une désurchauffe de vapeur, ça veut dire quoi? Une désurchauffe, ça veut dire que vous avez de la vapeur surchauffée. Elle va être par exemple à 360 degrés. Je vais d'abord la désurchauffer, c'est-à-dire la faire passer de 360 degrés jusqu'à 100 degrés. Il n'y a pas de changement de phase, c'est toujours à phase vapeur. On appelle ça une désurchauffe de la vapeur. Puis, une fois qu'on atteint 100 degrés, si la pression est atmosphérique, il va y avoir la condensation. Donc, pour moi, lorsqu'il y a, en plus du changement de phase, une désurchauffe ou alors un sous-refroidissement, on ne calculera pas la dTATML ni la formule du flux. Quand est-ce qu'on les calcule? On les calculera dans le deuxième cas, quand il y aura uniquement une vaporisation du liquide bouillant ou alors une condensation d'une vapeur saturante. Mais il ne faut pas qu'il y ait de surchauffe ni de sous-refroidissement. Vous comprenez? Il faut que le liquide soit à sa température d'ébullition. C'est pour ça qu'on a appelé ça un rebouilleur. Ce qui se trouve dans le pied de la colonne, il est à sa température d'ébullition. Donc quand je vais rajouter de l'énergie, ça va le vaporiser. Mais il n'est pas, par exemple, c'est à pression atmosphérique. Ce qui se trouvera dans la colonne ne sera pas à 40 degrés si c'est de l'eau. Parce que pour vaporiser de l'eau, il faudrait d'abord atteindre 100 degrés. Puis, à partir de 100, vous allez obtenir la vaporisation. Donc moi, ma charge, elle est déjà à 100 degrés. Je vais rebouillir, je vais revaporiser. Donc quand il y aura uniquement la vaporisation d'un liquide bouillant, ou alors la condensation uniquement de la vapeur saturante, sans qu'il y ait une surchauffe, ou alors une désurchauffe ou un sous-refroidissement, ben je pourrais utiliser tout ce que j'ai fait au premier semestre, c'est-à-dire les formules de dimensionnement.
Vous allez voir, ça va devenir clair au fur et à mesure. Juste laissez-moi le temps de vous présenter. Je vais commencer à vous expliquer progressivement le premier et le second cas. Vous allez voir que ça va être plus clair au fur et à mesure. Donc je continue. Donc j'ai compris qu'il y avait deux cas. Un cas sympathique, j'ai appelé le cas 2, où j'allais pouvoir utiliser tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, la delta TML et la deuxième formule du flux, US delta TML. Ce cas-là exige cependant quelque chose. Il faut qu'il y ait uniquement une vaporisation et ou une condensation, pas plus. Si vous avez, en plus de la condensation et de la vaporisation, une surchauffe, une désurchauffe ou un sous-refroidissement, je ne peux plus calculer ça. Qu'est-ce que je calcule? Je calcule uniquement quel est le fluide cédé, quel est le fluide récupéré, quelles sont les pertes thermiques, c'est tout. Mais on ne vous demandera pas de faire un dimensionnement. D'accord? Et voilà. Donc voici les deux distinctions qu'il fallait un peu se fixer les idées par rapport à cela. Et maintenant, je vais commencer. Pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire des surchauffes, que veut dire un surrefroidissement, que veut dire un chauffage, une surchauffe. Donc je commence comme ceci. Donc je rappelle, je suis dans le deuxième cas, que j'appellerai le cas sympathique, pour lequel je peux utiliser la delta TML et la deuxième formule du flux, US delta TML. Il faut qu'il y ait uniquement le changement de phase seul, ni sous-refroidissement, ni surchauffe. Alors je m'explique. Par exemple, si je vous disais, quand une vapeur se condense, il va y avoir un certain flux de chaleur qui va être libéré, qui va être cédé. Comment vous faites? Comment vous allez faire? Vous direz le flux de chaleur Q point, c'est pas WCP delta T puisque les changements de phase se font à température constante, c'est W fois la chaleur latente de condensation. W fois la chaleur latente de condensation. Je vous rappelle simplement que la chaleur latente de condensation est négative. C'est pour vous expliquer qu'il y a une convention. Quand un système reçoit de la chaleur, c'est compté positivement. Quand un système perd de la chaleur, c'est compté négativement. Bien, quand il y a condensation, il va y avoir refroidissement de ma phase vapeur. Donc il va y avoir une transformation de la phase vapeur à la phase liquide, comme ceci. C'est exactement égal à moins le débit massique multiplié par la chaleur latente de vaporisation. La chaleur latente de vaporisation. Donc je vous ai dit, cette quantité est négative. Maintenant, si on voulait faire l'inverse, quel est le flux fourni? Quel est le flux fourni à une phase liquide pour se vaporiser? Donc, quelle est la quantité de chaleur par unité de temps que je dois apporter, que je dois fournir? Ça serait simple. C'est le débit massique multiplié par la chaleur latente de vaporisation, multiplié par la chaleur latente de vaporisation. Est-ce que vous avez compris les deux expressions de flux? Lorsqu'il y a uniquement que du changement de phase, vous le voyez, il n'y a que du changement de phase. Il n'y a pas WCP delta T. Alors, est-ce que vous avez compris ces deux formules que vous avez dû voir en thermodynamique? Donc, il y a un fluide qui est cédé par la vapeur lors de sa condensation. Et, Monsieur, oui, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris. C'est quoi la surchauffe de vapeur? je vais y arriver dans la prochaine diapo. Je vais y arriver. Mais D'accord. pour l'instant, est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas WCP delta T? Ah oui, oui, c'est Puisque bon. les changements de phase se font à température, et après, si on s'en fiche, mais à température constante. Donc, il ne peut pas y avoir cette formule-là. Ne faites pas d'erreur à ce niveau-là. Bien, il faut aussi retenir, lorsqu'il y a condensation, la vapeur perd de l'énergie par unité de temps. Donc, c'est pour ça que je dis flux cédé par la vapeur lors de sa condensation. Par opposition à la condensation, il y a la vaporisation. Pour vaporiser, vous avez tous vu ça, quand vous voulez faire bouillir votre lait, vous devez apporter une énergie. C'est quoi? C'est le feu. C'est la résistance électrique.
C'est le feu de la cuisinière. Bien. Donc, nous avons ici deux formules de flux, l'une pour la condensation négative, l'autre pour la vaporisation positive. Comme on l'a dit, il s'agira dans notre cas d'une vaporisation qui se fait par le biais d'un mécanisme qu'on appelle l'ébullition. Il n'y a pas d'évaporation ni de qualification. Il n'y a uniquement que de l'ébullition. Donc, quand j'ai ça, je peux réutiliser toutes les formules que je vous ai présentées au premier semestre, c'est-à-dire calculer la delta TML, déterminez-moi le nombre de tubes, tout ça, vous pouvez le faire en utilisant la delta TML et la deuxième formule de flux. Maintenant, regardez le cas, et c'est là où je vais vous expliquer qu'est-ce que veulent dire tous ces nouveaux termes, la surchauffe, le surrefroidissement, la désurchauffe. On va y aller maintenant dans la prochaine diapo, qui est la diapo 197. Alors, j'attends que vous arrivez. Dès que vous arrivez à la 197, très bien, vous me dites. Alors, là maintenant, je change de contexte. Je vais avoir, comme tout à l'heure, une condensation d'une vapeur saturante. Alors, je suis dans le premier cas. C'est le cas où je ne peux plus calculer la delta TML, ni US delta TML. Je vais vous poser la question juste, calculez-moi le flux cédé par le fluide A, le fluide 1. Calculez-moi la chaleur à fournir au fluide 2. Quelles sont les pertes thermiques? C'est tout ce que je pourrais vous poser comme question. Alors, maintenant, on est là. Quel est le flux cédé par la condensation d'une vapeur saturante? On l'a dit tout à l'heure, c'est Q point égale à WLC. Q point égale à WLC. Le débit massique multiplié par la chaleur latente de condensation. Le voici. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? ما زال ما جاتش مشكل. هذوك on attend. Ça arrive. On va attendre. C'est bon, monsieur. C'est bon, très bien. Ok. Donc ça, c'est la chaleur qui s'est dégagée de la vapeur lors de sa condensation. On l'a déjà vu, c'est un changement de phase, il s'effectue à température constante. Très bien. Maintenant, on me dit, j'ai de la vapeur que je vais condenser, mais je vais continuer à refroidir. C'est-à-dire, si c'était à pression atmosphérique, j'ai de la vapeur qui était à 100 degrés, j'ai transformé en phase liquide en la condensant, mais je vais obtenir un liquide que je vais encore continuer à refroidir. On appelle ça un sous-refroidissement. Un sous-refroidissement. Quelle formule je vais utiliser? Ben, c'est pas un changement de phase. Je n'ai que deux formules. Soit W fois la chaleur latente, ou alors WCP delta T. Puisque c'est un sous-refroidissement, ben donc ça veut dire que ma vapeur a subi premièrement une condensation, c'est ce qui est en jaune. Deuxièmement, en bleu, il va y avoir un sous-refroidissement. Donc je vais rajouter quoi? WCP delta T. De quelle température à quelle température? Ben, je vais démarrer de la température de la condensation à la température du liquide. Comme ceci. WCP depuis la température d'ébullition, qui est exactement égale à la température de condensation, jusqu'à la température du liquide. Par exemple, on va s'arrêter à 40 degrés. CP du liquide. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire le sous-refroidissement? Alors? Sinon, vous me demandez de reprendre. Je peux reprendre. Monsieur, c'est la chaleur, le changement d'état avec la chaleur pour plus refroidir Très le bien. fluide. Voilà. L'un est un changement d'état, l'autre est un simple refroidissement. Mais on ne l'appelle pas refroidissement, on l'appelle sous-refroidissement, puisque c'était une vapeur qu'on a sous-refroidie. On a d'abord condensé en jaune,
Puis on a refroidi, on appelle ça sous-refroidi en bleu. Concrètement, je vais vous expliquer ça. Vous allez voir, ça va être avec un axe, je vais vous expliquer tout ceci. Alors maintenant, regardez, on va parler maintenant de, avant de vous présenter une explication sur un axe où je mettrai les températures, je voudrais aussi parler de l'autre opération. Ça, c'est la condensation, c'est-à-dire vous transformez une phase vapeur en une phase liquide. Maintenant, l'autre opération, l'inverse, quand vous vaporisez un liquide en vapeur, vous le transformez en vapeur, ben, kiff. Donc voilà, premièrement, quel est le flux cédé par la désurchauffe? Ah pardon, excusez-moi. Je suis toujours maintenant dans le flux cédé par la condensation d'une vapeur saturante qui a subi un surrefroidissement. Maintenant, je vais aller plus loin. Voilà le cas que je vous propose. J'ai une vapeur, on appelle une vapeur sèche. Elle est surchauffée, elle est à 360 degrés. Je vais baisser sa température jusqu'à 40 degrés. Je suis à pression atmosphérique pour ne pas vous brouiller. Pression atmosphérique. Donc je suis à 360 degrés. 360 degrés, c'est toujours vapeur. Jusqu'à 100 degrés, c'est toujours vapeur. Ça, c'est quoi? Une désurchauffe. À 100 degrés, il va y avoir le changement d'état. C'est une condensation. Puis, je vais aller jusqu'à 40 degrés. De 100 à 40 degrés, c'est un sous-refroidissement. Donc, voici ce que je vous dis. Quel est le flux cédé par, premièrement, une désurchauffe en bleu, en rouge, suivi d'une condensation en jaune, la moutarde, suivi d'un sous-refroidissement. Qu'est-ce qui change? Rien du tout. WCP delta T. Mais dans la désurchauffe, c'est une vapeur, CP vapeur. Dans le sous-refroidissement, c'est un liquide, CP liquide. C'est tout ce qui change. Donc là, vous avez, il n'y a pas plus général que ça. C'est le flux de condensation d'une vapeur surchauffée. Vous effectuez préalablement une désurchauffe de la vapeur depuis sa température de vapeur jusqu'à la température d'ébullition. Puis, à sa température d'ébullition, il va y avoir changement de phase, WLC. Et ensuite, la dernière étape, vous continuez à refroidir ce liquide, vous continuez à refroidir jusqu'à T liquide. Donc, vous démarrez de T ébullition jusqu'à T liquide. Toutes les quantités sont négatives. Je n'ai pas mis T ebb moins T vap. Toutes sont négatives. D'accord? Voilà ce qu'on appelle une désurchauffe, une condensation et un sous-refroidissement. Et à l'inverse, on verra dans le cas du flux apporté, du flux fourni pour vaporiser, ce qu'on appellera la vaporisation ou l'ébullition, le chauffage et la surchauffe. La surchauffe. Donc il faut retenir ces termes. La désurchauffe, ça concerne la vapeur. Le sous-refroidissement, le liquide. Pour lorsque vous avez une opération de condensation. Est-ce que c'est clair? Envoyez-moi des messages, comme ça je sais si vous avez compris ou pas. Allô? C'est clair. C'est clair, monsieur. OK. Il y a juste une chose que je voudrais signaler. Le débit massique, W. W, W. Si je mets partout W, ça veut dire que je suppose que toute la chaleur qui a subi la désurchauffe, tout le fluide qui a subi la désurchauffe va subir une condensation et va subir un sous-refroidissement. Sinon, je mettrais ici W vap, WC et WL. Il se pourrait que ce n'est pas tout le liquide qui va passer en liquide. Ce n'est pas toute la vapeur qui va se condenser. Il se pourrait qu'il y ait une fraction. Mais j'ai pris un cas général comme ça. Ensuite, on verra les détails quand je vous ferai les TD. Bien, vous allez voir, ça va être plus clair quand je vous présenter le diagramme des températures. Bien, pardon. On va voir ça, ce sera meilleur. Donc, je reprends là un axe pour vous expliquer un peu tout ceci, que ce soit clair dans votre tête. Donc, je prends un axe des températures, je vais mettre les températures, T liquide
T ébullition et T vapeur. J'ai juste pris la liberté, hein, j'ai pris la liberté de mettre T ébullition ici et T ébullition, c'est la même. Mais vous allez voir, c'est juste pour vous expliquer que les changements de phase se font à température constante. Attention, hein, c'est une erreur que j'ai commise de manière délibérée pour que vous compreniez ce que je vais faire. Alors, commençons. Qu'est-ce que nous avons? Ici, c'est le liquide. Le changement de phase s'opérant à température constante et la phase vapeur. Bien, tout ça, on le connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? Est-ce qu'on veut une vaporisation ou une condensation? On me dit, on veut une condensation. Donc, c'est ça le chemin. On part du chaud vers le froid. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ben, identifiez-moi ces trois zones, c'est-à-dire la désurchauffe, la condensation et le surrefroidissement. Est-ce que vous y êtes? D'abord, je n'ai pas posé la question. Est-ce que le diagramme est apparu? Oui, monsieur. Très Il a bien. Voilà, c'est très bien. Alors, regardez bien maintenant, les couleurs vont arriver. D'abord, commençons. Nous avons ici une température sèche à 360 degrés. Donc, je vais avoir TV vapeur égale à 360. Je vais la désurchauffer, c'est-à-dire je la fais passer d'ici à la température d'ébullition. La voici. La désurchauffe, la voilà. C'est toujours vapeur. Je suis ici vapeur, je suis là aussi vapeur. Puis, une fois que j'atteins la température d'ébullition, ma phase va se condenser, c'est-à-dire se transformer en liquide, en gouttelette liquide. C'est ce qu'on appelle la condensation. Les changements de phase se font à température constante. Je l'ai dit, mais je le redis, la température d'ébullition est exactement égale à la température de condensation. J'aurais dû mettre ici condensation, mais c'est la même chose. Donc ensuite, la partie en jaune, la voici. C'est la condensation. Elle se fait à température constante. Donc c'est WLC. LC étant la chaleur latente de condensation. Dernière étape, je continue à refroidir ma phase liquide produite. C'est ce qu'on appellera un sous-refroidissement. Un sous-refroidissement, le voici. WCP data T. Ce qui me fait peur, c'est que vous confondiez les CP. Attention, ici CP de l'eau vapeur. Ici CP de l'eau liquide. Il s'agit de l'eau. Hein. Il s'agit d'eau. Dans un examen, je vous donnerai par exemple les propriétés physiques pour on va dire, je sais pas moi, pour un produit liquide et vapeur. Donc regardez bien, la désurchauffe, ça concerne de la vapeur qui se transforme, qui va se refroidir. Le changement de phase, on en a parlé, c'est WLC. Et ensuite, là, le sous-refroidissement, c'est un liquide, CP liquide. Voilà. Normalement, avec ce diagramme, vous avez bien compris. Mais je vais aussi le refaire pour le cas de la vaporisation. Comme ça, c'est clair dans vos têtes. Vous ne pouvez pas, à partir d'aujourd'hui, vous tromper. Vous avez deux formules de flux. L'une concerne les refroidissements et les chauffages. L'autre concerne les changements de phase. Mais nous avons introduit deux nouveaux termes, la surchauffe et le sous-refroidissement. La surchauffe et le surrefroidissement. Et bien sûr, la désurchauffe, et on va voir aussi le chauffage. Alors maintenant, je vais aller pour vous présenter dans la diapo 199 l'autre cas. C'est le suivant. C'est le cas du flux fourni pour chauffer un liquide depuis sa température initiale, T liquide, jusqu'à une température de vaporisation très élevée. Alors, comme tout à l'heure, je mets mon axe des températures, le voici. Je mets la température liquide, la température d'ébullition et la température de vapeur. Il s'agit dans ce cas d'une vaporisation. La voici, donc je vais aller des températures froides aux températures chaudes. Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, je vais identifier avec vous. D'abord, j'ai de l'eau liquide que je vais d'abord, avant de la vaporiser, je dois la chauffer. Par exemple, si c'est de l'eau à pression atmosphérique,
elle est à 40 degrés. D'abord, je dois la porter à 100 degrés. C'est ce qu'on appellera un chauffage que vous avez déjà vu dans ce cours, première partie et l'année dernière. Donc, chauffage de la température liquide à la température d'ébullition. La voici. Ensuite, à arriver à 100 degrés à température ébullition, il va y avoir un changement de phase que nous appelons une vaporisation. Puis, je continue à chauffer. Je veux obtenir de la vapeur à 360 degrés. Eh bien, je vais avoir de la vapeur que je vais chauffer simplement. On appellera ça une surchauffe. Une surchauffe. C'est tout. Là maintenant, je pense que c'est un peu plus clair. Donc, on est en train de voir les échangeurs de chaleur avec changement de phase. Nous nous sommes concentrés sur deux changements de phase, la condensation et la vaporisation. Bien. Nous avons vu que tout ce qu'on a vu l'année précédente et cette année en premier semestre pouvait être réutilisé, c'est-à-dire la delta TML et la formule du flux, US delta TML. Mais ces deux formules sont à utiliser uniquement lorsque vous avez uniquement des changements de phase, juste des changements de phase. Il ne faut pas qu'il y ait de chauffage, ni de refroidissement, ni de surchauffe. Le deuxième cas que j'ai appelé 1, c'est le cas où il y a ces chauffage, surchauffage, sous-refroidissement, désurchauffage. Quand il y a ces phénomènes qui sont là, eh bien, on vous demandera on vous demandera pas de calculer la delta TML, on ne vous demandera pas de faire la deuxième formule de flux. Vous devez savoir qu'on vous demandera simplement calculer cette quantité de chaleur, la comparer avec l'autre fluide, voir s'il y a des pertes, à quoi elles sont attribuées, calorifugées, mettre un calorifugage, etc. Bien, une fois qu'on s'est fixé les idées, maintenant je vais aller vers l'application. Est-ce que c'est clair? Parce que maintenant je vais passer et aller vers... Ça, c'était un peu vous rappeler un peu ce que vous avez dû voir dans la thermodynamique, au niveau de la thermodynamique. Maintenant, je vais aller un tout petit peu vous présenter de manière très succincte un dimensionnement. Vous verrez, il va y avoir quelques petites erreurs que j'ai glissées de manière délibérée. Vous allez devoir les corriger, vous verrez que c'est très simple. On va se familiariser progressivement. C'est une partie très simple, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Ça ne peut pas être ça ne paraît pas être très compliqué, mais même si cela l'est, je suis là pour vous expliquer. Mais il faut juste me le dire, vous ne pouvez pas deviner. Envoyez-moi des messages pour me dire reprenez ci ou reprenez cela. D'accord? Bien. Alors, j'y vais maintenant. Je vais aller à la diapo 200. La voici. Alors, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, là, maintenant, pour ces formules de flux, elles ont été rajoutées cette semaine. C'est cette semaine que j'ai fait l'animation, les couleurs, le diagramme que j'ai fait hier. C'est pour juste que vous soyez à l'aise dans les TD. Alors, j'ai repris le cas d'un rebouilleur à niveau liquide. J'ai pris donc le cas d'un échangeur, un rebouilleur AKU. Je vais un peu me débarrasser du bas de la colonne parce que c'est un peu trop chargé. Là, il y a une erreur. La circulation n'est pas forcée, elle est naturelle. Je ne sais pas comment j'ai raté ça. Il n'y a pas de pompe, donc la circulation est naturelle. Et je pense qu'elle a été faite parce que j'ai fait du copier-coller. J'ai dû me tromper. Et même sur la présentation que je vous ai faite sur le net, il y a cette erreur. Bien, donc c'est une circulation naturelle. Comme je vous l'ai dit, je vais m'intéresser à la vaporisation de la charge qui se trouve dans le bas de la colonne. Je le fais passer naturellement grâce à la gravité dans mon échangeur côté calandre et je vais le vaporiser. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit c'est un rebouilleur à circulation naturelle, je viens de corriger ça. Il s'agit d'un corps pur, évidemment. Le fluide chaud circule dans les tubes, ici, en deux passes. Première passe, deuxième passe, on n'en parle pas trop. Le fluide que je désire vaporiser, celui qui se trouve au bas de la colonne, dans le pied de la colonne, c'est le fluide 1, c'est le fluide froid. Il passe côté calandre, c'est-à-dire entre la surface externe des tubes et la calandre. La surface externe des tubes et la calandre.
Donc, je ne vous parle pas de la zone de désengagement, je ne vous parle pas de la hauteur de déversoir, tout ça on a vu. On me dit que le produit chauffant est un fluide de procédé. C'est par exemple un produit pétrolier très chaud. Je vais récupérer ces calories en le faisant refroidir et je vais utiliser ça pour chauffer ma charge, pour la porter à ébullition. Donc regardez ce que j'ai fait. J'ai pris la première formule de flux, celle qui concerne le fluide chaud. Il n'y a point de changement de phase. C'est un produit pétrolier très chaud. Je vais le refroidir, donc il n'y a pas de changement de phase. Donc j'utiliserai WCP delta T. Ok. Maintenant regardez ce que j'ai pris pour le fluide froid. Il y a la vaporisation, une partie va être vaporisée et il y a une partie qui va être chauffée. Mais ce que je ne vous dis pas, mais je vais mettre rapidement, donc mon produit pétrolier a subi un refroidissement sans changement de phase. Ça pourrait être aussi, on a dit, de l'huile chaude ou alors des gaz de combustion. Et dans le deuxième cas, il y a d'abord un chauffage de ma charge, il faut la chauffer dans l'échangeur, puis la vaporiser. Puis la vaporiser. Mais moi, je vais considérer dans le cas de cet exemple qu'il n'y a pas de chauffage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma charge est à sa température d'ébullition. Je n'ai pas à lui faire subir de chauffage. Elle est déjà à sa température d'ébullition. Donc lorsqu'elle traversera l'échangeur, elle va uniquement se vaporiser. Par conséquent, je peux calculer un état TML, je peux utiliser la deuxième formule de flux. D'accord? Voilà. Maintenant, là, je vous ai un peu expliqué. LV est la chaleur latente de vaporisation positive. W1, c'était quand il y avait un chauffage, le débit massique soutiré du fond de la colonne. WV, c'est le débit massique qui s'est revaporisé. C'est pour ça que j'ai dit revaporisation, parce qu'il se trouve à sa température d'ébullition. Et enfin, le taux de rebouillage, c'est déjà on a déjà parlé. Et U est le coefficient global d'échange. Ça, je vous ai pris un premier exemple très sympathique où vous avez un refroidissement du fluide chaud et une vaporisation du fluide froid. Donc, la diapo 200 est finie. Je vais la résumer dans la diapo 201 et on va tracer les profils de température. Je vais vous entraîner pour pouvoir tracer les profils de température. Mais d'abord, est-ce que vous avez compris l'exemple que je vais considérer? Je vais considérer un produit pétrolier très chaud qui va je vais récupérer ces calories en le faisant refroidir. Ces calories vont me servir à vaporiser ce qui se trouve dans ma colonne, au bas de ma colonne. D'accord? Bien. Donc, voilà à quoi je suis arrivé. Je suis au niveau de la diapo 200, 201, 201, où il n'y a pas de chauffage, il y a uniquement une revaporisation du fond de la colonne. Et maintenant, je voudrais que vous me traciez les profils de température. Mesdemoiselles et messieurs, commencez par le fluide chaud. Comment est-ce qu'il va être le profil de température? Le fluide chaud subit un refroidissement. Comment il va être le profil de température à votre avis? Soit vous écrivez, soit vous pouvez intervenir pour votre micro. Donc ça, en ordure, en absence, j'ai porté la longueur de l'échangeur. Voici. Donc je vous pose la question. D'abord, pour le fluide chaud, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un refroidissement. À votre avis, comment va être, sur le diagramme de température, l'allure de la courbe? Et je vous demandais de tracer à main levée le profil de température. Qu'est-ce que vous allez représenter pour le profil de température, pour le fluide chaud? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée?
Allô? Est-ce que vous avez une idée? Je suis en train de me concentrer sur le fluide chaud. Je veux tracer sur ce diagramme à main levée, c'est-à-dire avec la main, le profil température. Qu'est-ce que vous représenteriez si on vous avait demandé ça en examen dans 2 jours? Le fluide chauffant, subissant un refroidissement. Personne? Monsieur, c'est quoi la question? J'ai perdu ma connexion. J'ai pas D'accord. entendu. Bien. J'ai ce cas que je vous ai présenté, le voici. Je voudrais tracer les profils de température. D'abord, je commence par ce qui est relativement simple. Le fluide chaud, c'est du pétrole, on s'en fiche. Il subit un refroidissement. Dans ce système de tube en U, je vous demande de me tracer ici dans ce diagramme, à main levée, avec la main, le profil de température. Comment est-ce qu'il sera? Quelle est son allure? D'avoir décroissante, hein. Décroissant, une diminution. Très bien. Vous pensez que ça va être comme ceci? Regardez, je suis en train de faire, je ne sais pas si vous voyez avec la flèche, comme ceci? Une diminution comme ça? Comme ça? Alors, votre avis, ça va diminuer comme ça? Elle n'a pas apparu encore, monsieur. Elle n'a jamais apparu. Non, on est comme j'ai indiqué comme la flèche. C'est-à-dire, ça va être une Elle est diminution fixe. linéaire, une diminution linéaire. Oui, C'est pas linéaire, possible. monsieur. Non, vous commettez une erreur. Regardez bien l'échangeur que vous avez. Vous avez des tubes en U. Il y a un aller et un retour. Ça ne peut pas faire une diminution comme ceci, linéaire. Ça doit diminuer et ensuite repartir. Ça doit faire ça. Regardez s'il vous plaît. Est-ce que c'est sorti sur sur votre écran? Pas encore, monsieur. Attendez, ça va arriver. Ça entre T2E, T2S. Ça ressort. Oui, Ça très y est, bien. Khadija? Oui, monsieur. Vous avez vu l'erreur que vous avez commise? Vous Oui, pensez que monsieur. c'est une diminution uniquement. Non, c'est un tube en U. Maintenant, je vous pose une autre question. Je n'ai pas fait le détail, mais vous devriez le faire. Est-ce que la pente de la première diminution est la même, bien sûr avec un signe moins, la même que celle-là? Non, monsieur. C'est pas la même. Alors, fais-moi bien, on va pas aujourd'hui. Vous avez compris aussi pourquoi je ne suis pas arrivé à l'extrémité, à la partie en pointille, ici. Parce que l'échangeur, le tube en U s'arrête avant. C'est pour ça que je me suis arrêté avant. J'espère que vous avez vu ça. Là où il y a T2, il y a T2. Vous voyez T2 uniquement en rouge sur le diagramme, pas Oui, T2U ni T2S. Il n'est pas collé au pointillé. Pourquoi? Parce que le faisceau s'arrête avant. Le faisceau n'atteint pas le déversoir. Vous voyez? oui, monsieur. D'accord. Maintenant, regardez-moi ce qui va se passer pour mon fluide que je veux vaporiser. Est-ce que c'est ça, le fluide froid? Est-ce que ça va être ça? T1E, T1S. Est-ce que c'est apparu en bleu? Est-ce que c'est sorti de la maison? Encore. Pas encore là, on patiente. C'est pas arrivé? Non, pas encore, monsieur. D'accord.
مازال؟ مازال monsieur. La bleue, hein, la courbe en bleu. ما خرجتش. Mhm. C'est bon monsieur. C'est bon. Alors, c'est comme ça que vous voyez euh, la vaporisation de votre charge, une augmentation de la température comme ça? Il n'y a pas que M. Belkacemi qui doit participer, tout le monde peut participer. Parce que là, vous devez intervenir. Alors, votre avis, le fluide chaud en a fini. Il y a une diminution jusqu'à T2, puis une deuxième rediminution quand ça revient vers la boîte avant. Pour le fluide froid, il va subir une vaporisation. C'est ça? Alors, je vous écoute. Alors, M. Belkacemi, allez-y. Avant l'évaporation, monsieur. Non, je parle d'évaporation. C'est faux, bien sûr. Ça, c'est une erreur. Qu'est-ce que nous a dit? Pourquoi c'est une erreur? J'ai راهي courbé, monsieur. Il faut être à la droite. Très bien. Nous avons dit, les changements de phase se font à température constante. Donc ça, c'est faux. Le fait d'avoir fait un truc courbé, c'est faux. Les changements de phase se font à température constante. Comme ceci. Comme vous l'avez dit, une droite. C'est sorti chez vous? Mazal? La correction. Khadijat? Non, mazal, monsieur. Patientez, ça va arriver. D'accord. Donc faites attention, j'ai fait exprès de commettre une erreur pour vous dire que faites attention, les changements de phase se font à température constante. Ils se font à température constante. Et donc, vous allez voir quand ça va arriver, j'ai changé, j'ai corrigé l'erreur et j'ai maintenu le profil de température plat. C'est bon? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va passer rapidement, vous pouvez le faire déjà avant que je vous le montre sur la diapo. Déterminez-moi la delta TML. Déterminez-moi la delta TML. Je vous écoute. Delta TML, je vous rappelle, d'habitude dans les échangeurs double tube, c'est delta T max moins delta T min sur log de max sur min. Vous vous rappelez? Allô? D'accord. Alors maintenant, c'est quoi delta T max? Vous pouvez le voir à partir du diagramme en Bain. Il y a juste, j'ai peur que vous commettiez uniquement une seule erreur. Mais sinon, il est clair. C'est quoi delta T max? T2E Très bien. moins T2S. Non. Moins T1S. Très bien. T1S soit T1E, kiff kiff. Et T2 min, c'est T2S moins T1E. C'est ça. Comme T1S égale à T1E égale à T1, ça va être ça. Donc delta T max, c'est T2E moins T1 et delta T min, vous le voyez carrément sur le diagramme, mais par lui-même, c'est T2S moins T1. Voilà la delta TML. D'accord? Oui. Très bien. Alors maintenant, je vais passer à un deuxième exemple. Est-ce que vous y êtes d'abord? Est-ce que la delta TML est sortie? Les delta T max, est-ce qu'il est sorti? Écriture. T max, c'est Pas T2. encore. Ah, la patiente va arriver.
C'est bon, monsieur. C'est bon, très bien. Alors maintenant, regardez ce que j'ai pris. Un deuxième exemple. C'est l'exemple de tout à l'heure, mais je dis la chose suivante, il y a une différence. Le fluide chaud, le fluide qui va chauffer, qui va porter à ébullition ma charge, eh bien ce corps subit un changement de phase, il subit une condensation. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Q point WC LC, Q point pour le fluide qui récupère, WV LV. C'est tout. Il n'y a ni chauffage, ni refroidissement, ni des surchauffes, ni sous-refroidissement. Il n'y a que du changement d'état. Le fluide chaud, c'est de la vapeur qui se condense, en cédant sa chaleur latente de condensation. Et le fluide froid, c'est un produit qui va subir une vaporisation. Alors, avant que ça ne s'affiche, je vous demande de vous préparer à me tracer les profils température qui vont arriver dans la prochaine diapositive. D'abord, est-ce que c'est apparu dans la condensation et la revaporisation? C'est apparu? Les formules en rouge et en bleu? Oui, monsieur. D'accord. Alors, la delta TML, qu'est-ce que je vais obtenir? Pardon, les profils de température, qu'est-ce que je vais obtenir? Comme ça. Le fluide chaud subit une condensation, le fluide froid subit une revaporisation. Qu'est-ce que je vais obtenir comme profil de température? De droite, monsieur. Très bien, de droite. Les voici. Que devient la delta TML? Delta T. Un simple delta T. C'est tout. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. C'est juste pour vous entraîner, hein. C'est peut-être un peu barbant pour vous, mais je suis en train de vous compliquer progressivement les configurations. Mais ça, ce sont des exemples que vous devriez toujours avoir comme réflexe et pouvoir reproduire. J'arrive maintenant, pardon, alors j'ai fait ça, oui, oui, j'arrive à la dernière diapositive. La voici. C'est un devoir de maison que je vous... c'est pas la dernière, pardon, c'est pas la dernière. Alors voilà ce qu'on vous dit. Le fluide chaud, c'est de la vapeur surchauffée. Le fluide chaud, c'est de la vapeur surchauffée. Le fluide froid à vaporiser, c'est un liquide froid. C'est un liquide froid. Première question, donnez-moi les flux, les expressions de flux, et tracez-moi les profils de température. Donc c'est un petit devoir que je voudrais que vous essayiez de vous pencher dessus. Si vous avez fait quelque chose, vous me transmettez sur ma boîte. Pas maintenant, hein, bien sûr, hein, vous avez le temps, jusqu'à la semaine prochaine. Et il y a un second devoir, celui-là je vais le commenter par contre, parce qu'il est probable que je vous le représente la semaine prochaine. C'est la dernière diapo. Donc, est-ce que vous êtes déjà à la diapo 205? Vous y êtes? Non, pas encore. Pas encore. Alors, on attend parce qu'il faut que vous la voyiez. Mazel? C'est bon, monsieur. C'est bon. Bien. Donc, regardez ce que je vous ai proposé. Le fluide chaud est de la vapeur surchauffée. Donnez-moi l'expression de son flux. Le fluide froid est un liquide froid. Donnez-moi son flux. Puis, tracez à main levée, essayez de me montrer les profils de température, si vous le pouvez.
Voilà. Le deuxième devoir, là, je vais m'arrêter un peu plus. Quand la diapo 206 est là, vous me le dites. Alors, c'est la dernière diapo, je vais la commenter. Je vous dirai où est-ce qu'elle est l'erreur. Pas l'erreur, où est-ce qu'elle est la partie que personne ne va voir. L'année dernière, il y avait juste un groupe d'étudiants qui a pu le faire. Tout le monde n'a pas vu ça. Juste un seul groupe d'étudiants, parce que c'était un devoir que j'avais demandé par groupe d'étudiants. Donc, je suis à la diapo 206. Quand vous y êtes, vous me le dites. C'est bon, monsieur Jeff. D'accord. Alors, alors, regardez bien ce que j'ai fait. Là, c'est une autre calandre que je vous propose. C'est une calandre qui comporte donc 3 tubuleux, ça peut être que la J, la calandre J. Et je vous propose ceci. Tracez-moi le profil de température. D'abord, donnez-moi les flux CD, les flux fournis. Et on va commenter oralement déjà ça. Alors, que se passe-t-il? Mon fluide à vaporiser. Pour le fluide chauffant, bon, c'est pas très, très important. Pour le fluide à vaporiser, c'est un liquide froid qui entre dans l'échangeur. Il va y avoir 2 circuits. Puis, au fur et à mesure, vous êtes en train de voir, il y a du bleu. Ensuite, ça va rougir. Ça tend vers le rouge. Je vous le dis. L'année dernière, quand les étudiants ont remis le devoir de maison, alors j'avais demandé des groupes de 4 étudiants pour faire le devoir de maison. Tout le monde a commis la même erreur, sauf un seul groupe d'étudiants. Alors, soyez très attentifs. C'est tout ce que je vous dis. Essayez de me représenter ça. C'est un devoir facultatif. Celui qui veut le remettre, le remet. Celui qui ne veut pas le remettre, ne le remet pas. Donc, vous avez 2 choses. L'exemple de tout à l'heure, l'exemple de maintenant. L'année dernière, j'avais demandé plus de choses à faire, mais comme je ne suis pas devant vous, donc je ne peux pas vous expliquer. Enfin, j'avais demandé de prendre la calandre J, la calandre H, la calandre G, et de me faire les profils de température. Ça a fait un très bel entraînement aux étudiants. Ils se sont entraînés à pouvoir tracer les profils à main levée. Et voilà. Donc voilà, il reste encore à peu près un quart d'heure. Je vais m'arrêter là. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, je peux résumer un peu ce qu'on a fait. La semaine prochaine, je pense faire le dernier échangeur avec changement de phase, les condenseurs. Je ne passerai pas 2 séances dessus. Donc, je vais essayer de faire en une seule séance. Il n'est pas très long, pas très, très, très important comme chose. La partie combustion sera vue en TD, strictement. Donc, vous la verrez qu'en TD. Et ensuite, il resterait la méthode NUT. Je vais voir avec mes collègues et les responsables des TD, qu'est-ce qu'on fait. Parce que la méthode NUT prendrait une seule séance aussi. Donc, si je dois faire la méthode NUT et la méthode et les condenseurs, il me resterait 2 séances globalement pour terminer mon programme, celui que j'envisageais de vous présenter, de vous transmettre. Voilà. Donc, résumons, puisque vous n'avez pas de questions apparemment, je ne sais pas si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de cette 5e séance? Nous avons vu les échangeurs avec changement de phase. Nous avons commencé par les rebouilleurs. Pas les bouilleurs, les rebouilleurs. La charge est à sa température d'ébullition. Bien.
Ce sont des appareils qui sont disposés au pied des colonnes. C'est-à-dire que dans la colonne, vous savez que le pétrole est fractionné en plusieurs fractions. Et il s'accumule au fond de la colonne un résidu qu'on n'arrive pas à faire porter à ébullition. Donc on va céder d'un appareil qu'on appelle un rebouilleur, qui va m'aider à refaire passer en ébullition cette charge. Nous avons vu d'abord la première classe, on les a appelés les rebouilleurs noyés, pour lesquels le premier inconvénient et le seul inconvénient que je connaissais était le fait que la phase vapeur ne pouvait pas se séparer facilement de la phase liquide. La phase vapeur produite dans l'évaporateur ne pouvait pas se séparer facilement de la phase liquide entraînée, celle qui ne s'est pas vaporisée et celle qui est également entraînée. La séparation ne se faisait qu'une fois que je réintroduis le mélange dans la colonne au niveau du dernier plateau, sous le dernier plateau. Là, il y avait la séparation naturelle qui disait que les gaz chauds montent et traversent les plateaux perforés et les liquides retombent à cause de leur poids. Nous avons vu à cette occasion les rebouilleurs à circulation naturelle, à circulation forcée et à film tombant. Je vous avais dit, je n'ai pas fait les rebouilleurs internes, ce qui était à l'intérieur même de la colonne. Cela était facile à installer, mais bon, étant donné la dimension de la colonne qui n'est pas très importante, ce rebouilleur n'était pas très important, donc la surface d'échange n'était pas importante. Nous sommes ensuite passés à la deuxième catégorie, les rebouilleurs à niveau liquide. Et quand vous entendez ça, c'est strictement la calandre type K. C'est la calandre K, Cuttle, qui peut faire ce travail. C'est une calandre qui n'est pas symétrique. Elle offre une zone de désengagement. Ça veut dire quoi, désengagement? La vapeur se désengage, se débarrasse du liquide qui lui colle. Le liquide étant plus lourd va retomber et la vapeur va s'élever. Donc vous débarrassez au maximum votre vapeur du liquide qui ne s'est pas vaporisé et qui est entraîné. Arrivé en dessous du dernier plateau au niveau de la colonne, la vapeur est très riche et la phase liquide est moindre. Bien, donc nous avons vu ce type d'échangeurs, on les a donc appelés à niveau liquide, les rebouilleurs à niveau. Et nous avons vu donc qu'on pouvait avoir affaire à plusieurs types de boîtes avant et de boîtes arrière. Et nous sommes ensuite passés au mécanisme de transfert. Nous avons dit qu'il y a globalement 3 mécanismes. L'évaporation, phénomène constant, toujours présent, même à température ambiante. L'ébullition, phénomène que nous traitons, et la qualification. Ensuite, nous sommes passés à la distinction entre changement de phase et ce qu'on appelle les sous-refroidissements, le surchauffage, j'ai déjà dit sous-refroidissement. Donc, nous avons vu les changements de phase et les chauffages et ou refroidissements pour les deux cas. Voilà, ensuite, je suis passé au dimensionnement, mais j'ai pris la précaution cette année de vous présenter les formules des flux quand il y a les 3 cas, c'est-à-dire quand il y a une condensation accompagnée d'un surchauffage, puis d'un sous-refroidissement. Et j'ai également pris le cas d'une vaporisation précédée d'un chauffage et d'une surchauffe, ensuite terminée par une surchauffe. Donc voilà, je pense que concernant les rebouilleurs d'un point de vue machine, appareil, vous maîtrisez bien. Si vous avez des questions, comme je vous le dis à chaque séance, vous me les transmettez. Je n'ai reçu aucune question jusqu'à présent, aucune de votre part, aucune. Jamais j'ai reçu une question pour me dire que je n'ai pas compris cette partie, est-ce que vous pouvez me la reprendre, me la simplifier? Donc c'est à vous de voir. C'est une partie c'est vrai, où vous devez avoir beaucoup de connaissances, mais c'est très important pour vous que quand vous rentrez sur site, vous sachiez exactement de quoi on parle. Vous devez savoir les noms des échangeurs, connaître leurs principes de fonctionnement. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de questions, ben, vous êtes libre.